Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité ce vendredi 15 octobre. 2 collectifs de riverains assignent le préfet et le maire de Lyon en justice pour manquement à leur mission de protection de la sécurité et de la tranquillité publique. 278 maires du département, présidents d'intercommunalités ou élus étaient présents hier au parc de l'Hippodrome à la Tour de Salvagny pour le congrès de l'association des maires du Rhône. Un invité d'honneur, Gérard Larcher, qui s'était exprimé sur la métropole mise en place il y a 6 ans. La ministre déléguée chargée de l'insertion, Brigitte Klinkler, était en visite hier à Lyon. Elle a annoncé le lancement d'une plateforme destinée à réunir les aides pour passer le permis de conduire. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est attendue aujourd'hui à Lyon et Villeurbanne. La métropole a présenté en marge du salon Polytech un outil de mesure d'impact permettant aux entreprises du territoire d'avancer sur les thèmes sociaux et environnementaux. Un roman qui nous permet de découvrir des vies ouvrières et des trajectoires singulières de migrants. C'est le nouveau roman de Paola Pigani. Et il dansait le dimanche nous plonge dans l'histoire de l'usine Taz et du quartier de la Soie. Dernière ligne droite pour le Festival Lumière qui s'achèvera dimanche. Ce soir, la remise du prix Lumière à Jane Campion. Basket, une première défaite pour l'Asvel face au Maccabi Tel Aviv. Et puis nous parlerons d'une exposition itinérante, le monde des dinosaures, ce week-end à Eurexpo. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 2 collectifs citoyens assignent le préfet et le maire de Lyon en justice pour manquement à leur mission de protection de la sécurité et de la tranquillité publique. Les collectifs citoyens, Lyon en colère et Presqu'île en colère, assignent respectivement l'État, représenté par le préfet du Rhône, et la mairie de Lyon, représentée par Grégory Doucet et son adjoint Mohamed Chi. Le tribunal administratif a fixé une audience au 10 novembre prochain. Objectif, contraindre les pouvoirs publics à faire cesser les incivilités et les violences qui émaillent le quotidien de certains quartiers depuis plusieurs mois, en particulier le quartier de la Guillotière. 278 maires du département, présidents d'intercommunalités ou élus étaient présents hier au parc de l'Hippodrome à la Tour de Salvagny pour le congrès de l'association des maires du Rhône. Et parmi les invités, un invité d'honneur, Gérard Larcher, le président du Sénat. Il a voulu rassurer les maires sur son engagement pour renforcer les libertés locales des communes et favoriser la décentralisation. Larcher a annoncé le lancement d'une mission d'information du Sénat sur la métropole de Lyon. Un travail d'évaluation va être mené d'ici à la fin de l'année pour faire le point sur la métropole créée il y a 6 ans. Signataire d'une tribune en septembre dernier, une quarantaine de maires de l'agglomération avaient fustigé l'actuelle gouvernance de la collectivité par les écologistes. La ministre déléguée chargée de l'insertion, Brigitte Klinkler, était hier en visite à Lyon. Elle a annoncé le lancement d'une plateforme destinée à réunir les aides pour passer le permis de conduire. Cette plateforme devrait être lancée en novembre, selon la ministre. Une plateforme qui s'apparente à un outil de simplification sur un enjeu central de l'accès à l'emploi, la mobilité. Tous les dispositifs d'aide nationaux et locaux y seront consultables. Aujourd'hui, c'est Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui viendra entre Rhône et Saône pour un déplacement dédié au cinéma et aux jeux vidéo. Elle doit notamment visiter l'école Cinéfabrique et le pôle Pixel à Villeurbanne. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La métropole de Lyon a présenté lors du salon Polytech un outil de mesure d'impact permettant aux entreprises du territoire d'avancer sur les thèmes sociaux et environnementaux. Cet outil gratuit pour les entreprises doit permettre à ces dernières d'évaluer leurs impacts sociaux et environnementaux sur le territoire, identifier des axes d'amélioration et suivre leurs progrès dans le temps. L'outil est accessible tout simplement sur une plateforme internet grandlyon.gene-éthique.com. Les entreprises répondent à un questionnaire sur des thèmes tels que l'inclusion et la justice sociale, la soutenabilité économique, la viabilité environnementale ou encore santé et bien-être au travail. À l'issue du questionnaire, l'entreprise obtient un score global sur 100 ainsi qu'un score pour chaque volet. Des axes d'amélioration et des solutions sont ensuite recommandés en fonction des réponses aux questions. La plateforme permet un suivi des progrès dans le temps. Elle a été développée avec l'entreprise lyonnaise Génétique, spécialisée en diagnostic RSE, et avec la collaboration d'une vingtaine de grandes entreprises présentes sur le territoire
comme Boiron, Suez, Veolia, Orange, Keolis ou EDF. Cet outil s'adapte à la taille des entreprises et à la nature de l'activité, mais des améliorations et des grilles sectorielles vont progressivement être intégrées, promet la métropole de Lyon. En Auvergne-Rhône-Alpes, 0,8% des personnels de santé seulement auraient été suspendus dans les établissements de santé et médico-sociaux pour non-respect de l'obligation vaccinale contre le Covid, mais seulement 50 à 60% des établissements ont fait remonter leurs chiffres. Parmi les établissements fournissant des données précises, en tout cas, les hospices civils de Lyon indiquent que 127 professionnels sur 24 000, soit 0,53%, étaient suspendus au 6 octobre, dont la moitié sont des personnels soignants. La continuité de l'activité du CHU n'a pas été fragilisée par ces suspensions, précisent les HCL. Lyon demain, histoire lyonnaise. Je vous propose à présent d'évoquer la mémoire d'un lieu à travers un livre. Le nouveau roman de Paola Pigani vient de sortir aux éditions Liana Levy. Il retrace la trajectoire de Sonja, une jeune Hongroise arrivée à Lyon pour travailler dans le secteur textile et plus particulièrement à Vaux-en-Velin dans la très fameuse usine Taz. Sur fond de crise économique et de luttes ouvrières qui mèneront à la coalition du Front populaire de 1936, la jeune héroïne et ses camarades traversent la période en profitant de leur seul jour de repos, le dimanche. Le roman s'intitule d'ailleurs « Et il dansait le dimanche ». Il nous permet de découvrir des vies ouvrières et des trajectoires singulières de migrants. Il permet aussi de se souvenir qu'avant le nouveau quartier de la Soie, il existait d'autres vies que celles des clients de cinéma et de boutique. Gaël Bossier a rencontré Paola Pigani. Paola, vous vivez à Lyon depuis quelques années. Pouvez-vous en quelques mots évoquer votre parcours pour nos auditeurs ? J'ai eu un parcours défini déjà par ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans la petite enfance pendant plusieurs années. J'ai collaboré à une revue littéraire qui s'appelait Le Croquant, qui n'existe plus maintenant. J'ai animé des ateliers d'écriture pour l'association Aleph à Lyon. Et de loin en loin, j'ai publié pendant plusieurs années des nouvelles, des poèmes, jusqu'à me décider à concrétiser véritablement un projet d'auteur en écrivant mon premier roman. Je l'ai écrit en 2012, il a été publié en 2013. N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Très bien, je crois qu'il a eu un certain succès, on y reviendra. Et il dansait le dimanche, qui n'est pas votre premier roman, on vient de le dire, ont tous en commun le déracinement, le sort réservé aux migrants, mais aussi aux petits plaisirs minuscules qu'offre parfois la vie. Oui, bien sûr, les déracinés, les personnes d'apparence fragile, mais qui font notre histoire. L'héroïne que vous campez dans « Et il dansait le dimanche » et effectivement, au début de son arrivée à Lyon, quelqu'un d'assez fragile, qui doute beaucoup et puis qui, au fil du temps, va grandir au contact du collectif. Le collectif a une grande part dans ce roman. Oui, on va l'accompagner dans un combat intime et petit à petit, elle va au contact de la viscose, qui est une matière transformée. Elle va se métamorphoser avec ses camarades, avec des femmes, des hommes. Ce n'est pas un roman féministe, c'est un roman d'une lutte commune, d'une lutte humaine pour parvenir à trouver un sens et à se faire respecter surtout. Et tout part d'un lieu en particulier, c'est l'usine Taz qui vous a inspiré. C'est non seulement une usine, c'est une cité que j'ai nommée à plusieurs reprises une île ouvrière parce que tout était prévu dès les années 25-26 pour contenir cette main-d'œuvre cosmopolite, lui permettre d'avoir accès à son poste de travail presque immédiatement, lui permettre d'être logé décemment, d'avoir accès au commerce, au culte. C'était très important dans la France catholique de cette époque. Il s'agissait d'un patronat très patriarcal religieux. Et l'usine en elle-même, oui, c'est l'usine qui avale l'énergie de toutes ces femmes, de tous ces hommes. On va préciser bien sûr que l'usine Taz est dans le quartier de Vaux-en-Velin qu'on appelle aujourd'hui la Soie, mais qui est finalement appelée la Soie de manière totalement impropre, puisqu'elle n'en a jamais produit. Elle produisait cette fameuse viscose que vous évoquiez tout à l'heure en début d'interview, qui est cette soie artificielle, puisqu'on peut rappeler en fait ce que veut dire Taz. Taz signifie tissu artificiel du Sud-Est. Cette usine s'est appelée auparavant, en 1935, Saz, soie artificielle du Sud-Est. Et évidemment, on a retiré le vocable soie, mais revanche de l'histoire, ce quartier de Vaux-en-Velin, qui est un quartier tout neuf, a retrouvé la noblesse du nom soie. En tout cas, dans votre livre, on sent aussi tout cet intérêt pour une communauté de gens qui viennent de partout. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au lien que l'on peut faire entre vos différents livres. Le déracinement qui crée aussi une autre solidarité, une autre façon de créer du lien.
Oui, et surtout un autre élan de vie, parce que tous ces gens qui partent d'histoires meurtries, suite à des guerres, des conflits, suite à des drames personnels, le fait de se retrouver sur un autre sol, dans un autre environnement, avec des codes complètement différents, une langue nouvelle, sont obligés de retrouver un autre élan. Et là, la solidarité est très très déterminante. Dans ce roman, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappée et que j'ai vraiment appréciée, ce sont les scènes de bal. Le titre, c'est « Et ils dansaient le dimanche », seul jour où ils peuvent se reposer et se divertir. Est-ce que vous pouvez évoquer la place de la danse dans ce roman ? La danse, c'était à cette époque un grand plaisir populaire, une façon de libérer son corps, une façon de s'affirmer autrement, entre femmes et hommes, face à face, le face à face de la séduction, mais le jeu aussi. Alors qu'on travaillait à l'époque plus de 10 heures par jour, 6 jours par semaine, c'était très très important, vital de retrouver un autre équilibre avec ce corps qui est dans la joie, et ça contribuait aussi à consolider un lien commun, bien compris qu'à travers cette histoire, ils sont tous liés par une communauté de destin, mais la danse renforce encore ce lien. En effet, ce lien est renforcé par la danse et puis par le combat politique. La place du combat politique et collectif est également important. La crise des années 30 est présente en filigrane à travers le récit singulier de l'héroïne. Comment vous vous êtes documenté sur ces combats politiques dans cette usine, autour de cette usine, dans ce quartier ? J'ai consulté des archives à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, et des personnes qui sont très actives pour partager la mémoire ouvrière de Vaux-en-Velin m'ont prêté pas mal de documents, des photos, même des cartes postales de l'usine à l'époque, dans les années 30. J'ai eu accès aussi à des témoignages écrits qui ont été récoltés par plusieurs associations. Ça m'a été très très précieux. J'ai consulté aussi la presse de l'époque, et puis un ouvrage écrit par Philippe Vitelier, qui est un universitaire lyonnais qui est aussi romancier. Son ouvrage s'intitule Usine. Il a été publié il y a un peu plus d'une dizaine d'années aux éditions Parole d'Aube. Merci beaucoup, je recommande vivement Et il dansait le dimanche de Paola Pigani. Il est en librairie depuis le 26 août. On le reconnaît bien parce qu'il a une couverture rouge avec deux couples qui dansent. On ne peut pas se tromper. C'est bien de votre ouvrage dont il est question. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. 300 pompiers à partir d'aujourd'hui vont aller à la rencontre des habitants de Lyon et de la métropole pour leur proposer le calendrier. En tout, 125 000 exemplaires seront distribués. Les dons collectés à cette occasion contribuent au financement de plusieurs activités des pompiers, parmi lesquelles les missions humanitaires ou encore les missions sociales et culturelles, ces dernières étant assurées par l'équipe du musée des sapeurs-pompiers. Dans le contexte sanitaire actuel, les pompiers qui participeront à la distribution auront des équipements de protection. Les sapeurs-pompiers tiennent également à alerter les habitants sur les faux démarchages. Ils rappellent qu'ils se présentent, eux, aux particuliers et aux entreprises en tenue. Ils seront également munis de leur carte professionnelle. La 13e édition du Festival Lumière a débuté le 9 octobre, le week-end dernier. Elle se terminera dimanche. Chaque année, cet événement récompense une personnalité pour l'ensemble de son œuvre. L'Institut Lumière remettra ce soir son prix à Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise. Ce fut la première femme cinéaste à obtenir la Palme d'Or à Cannes en 1993 pour son film La leçon de piano. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Basket en Euroleague, l'Asvel s'incline logiquement face au Maccabi Tel Aviv 85-93 à l'Astrobal, 2 jours après son retentissant exploit face à l'Anadolu FS Istanbul. L'équipe villeurbannaise a donc concédé sa première défaite de la saison face aux champions d'Israël. En football, l'Olympique lyonnais privé de Paqueta, Dembélé, Slimani et Lopez contre Monaco. Anthony Lopez est suspendu suite à un carton rouge reçu lors du derby. La réception de Monaco est programmée samedi. Les joueuses de Sonia Bonpasteur recevaient le Benfica Lisbonne hier soir au Groupama Stadium de Dessine pour le 2e match de poule de Ligue des Champions. Les filles de l'Olympique lyonnais ont parfaitement déroulé face aux Portugaises, dépassées dès la demi-heure de jeu. Les Lyonnaises se sont imposées 5-0, leader de leur groupe. Elles enchaînent donc après un premier succès contre le BK Aken la semaine dernière. En rugby, les frères Guillaume et Julien Marchand se retrouvent face à face ce week-end à l'occasion de la rencontre Loup-Stade Toulousain. La rencontre est programmée samedi soir au Matmut Stadium de Gerland. Guillaume Marchand avait accepté cet été d'être prêté au Loup. Les deux frères évoluaient jusque-là à Toulouse. Et puis l'exposition itinérante Le Monde des Dinosaures fait le tour de France et s'arrête pour la première fois à Lyon, à Eurexpo, pour tout le week-end, du tyrannosaure au tricératops. En passant par le brachiosaure, le monde des dinosaures présente 30 de ces animaux en taille réelle, 13 sont même animés, des animatronics
robotisé, équipé de capteurs et qui s'éveille au passage des visiteurs. La visite est aussi pédagogique. Chaque spécimen est accompagné d'un panneau expliquant son régime, son aire d'existence, son comportement. Et le hasard du calendrier fait que le Festival Lumière organise samedi soir la nuit Jurassique avec la projection des 4 films Jurassic Park. Bref, si vous êtes fan des dinosaures, vous serez comblé ce week-end. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve lundi, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents.